Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui au programme, la journée mondiale pour un internet plus sûr, l'avenir du journal Libération en France et des images de joie en direct de Tel Aviv. C'est parti. Et on va commencer cette émission par le ridicule de la journée de lundi, comme ça sera fait. Je parle évidemment de la rumeur Obama, Beyoncé, évidemment. Quoi d'autre? J'ai honte, rien que d'en parler. Mais le web s'est tellement affolé qu'on est obligé d'y revenir, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi tout le monde s'est excité. Alors on voit à l'écran Beyoncé devant le couple Obama. C'était pas hier évidemment, c'était plus vieux que ça. Mais bon, on va reprendre l'histoire de la rumeur depuis le début. Lundi, chez Morandini, le paparazzi français qui a dévoilé l'affaire Gaillet-Hollande, dans Closer, annonce que le Washington Post s'apprête à dévoiler une relation amoureuse entre la superstar Beyoncé, qu'on a vu chanter, et le président américain Obama. Donc on a un peu tous les ingrédients explosifs qui sont réunis, à savoir Closer, la presse People, le paparazzi de l'affaire Gaillet-Hollande, donc il semble s'y connaître en matière de scoop présidentiel, Beyoncé, qui est une star qui rend hystérique les fans. Bon, Morandini, voilà, c'est Morandini. Le tout sur Radio Europe 1, qui est censé être une station très sérieuse et qui rêve d'interviewer Obama. Là, je pense qu'ils peuvent attendre, ça n'arrivera jamais. Ensuite, il ne faut pas oublier que les rumeurs de divorce du couple Obama courent depuis un long moment, notamment avec le selfie du président Obama lors des funérailles de Mandela. Et sur Twitter, en France, c'était l'hystérie. Nettement moins de l'autre côté de l'Atlantique, on n'y croyait pas trop. Au bout du compte, finalement, c'est le journal Vanity Fair qui a fini par tout simplement vérifier l'info auprès du Washington Post. Il y avait qu'à faire, tout le monde aurait dû faire ça depuis le début. Et le Vanity Fair a démenti l'affaire et a précisé que le Washington Post a bien rigolé et clap de fin avec le porte-parole de la Maison-Blanche qui lui-même a dénoncé des rumeurs infondées. Vous voyez le tweet de Laurence Haïm qui est correspondante permanente auprès de la Maison-Blanche pour le groupe Canal+. Bref, leçon de l'histoire. Avant de vous exciter sur Twitter sur une rumeur, réfléchissez-y à deux fois. Tous ceux d'entre vous qui vivent une relation longue distance ou qui ont de la famille à l'étranger connaissent évidemment l'application Viber qui permet de passer des appels gratuits depuis votre smartphone. L'application cartonne, il faut bien le dire, elle a révolutionné l'utilisation des smartphones. Et encore une fois, c'est ici, c'est une invention israélienne. Les créateurs de l'application revendiquent plus de 400 millions d'utilisateurs à travers la planète. Et aujourd'hui, ils cherchent un éventuel repreneur. À l'heure actuelle, une entreprise chinoise serait intéressée par la transaction dont le montant devrait tourner autour des 300 ou 400 millions de dollars. En tout cas, ici à Tel Aviv, on suit l'affaire de très près pour savoir si Viber rejoindra la très très longue liste des startups israéliennes vendues à l'étranger et qui font, il faut bien le dire, la fierté du pays. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène en France où les salariés du journal Libération rejettent le plan des actionnaires qui veulent notamment transformer le journal en un réseau social. Regardez ce résumé des faits préparé par Cyril Cohen et on en reparle tout de suite après avec le rédacteur en chef du service Monde du journal Libération. Nous sommes un journal. La une de Libération de samedi dernier est un cri de colère pour les salariés du quotidien qui, vendredi après-midi, après une journée de grève et des négociations avec leurs actionnaires, avaient, selon eux, bien avancé sur l'évolution du journal en crise. Les salariés avaient alors découvert dans une lettre de leur actionnaire Bruno Ledoux un tout autre projet destiné à être publié dans les pages du journal. Libération devrait s'inscrire comme un réseau social créateur de contenu monétisable sur une large palette de supports multimédia et transformer les locaux de la rue Béranger en espace culturel multifonction. Le quotidien qui a perdu 1 million en 2013 et les actionnaires qui ne veulent plus payer ont annoncé fin 2013 un plan de rigueur qui prévoit notamment une baisse des salaires. Mais le dépôt de bilan est proche et Libération pourrait ne plus pouvoir payer cette fin de mois de mars. Dimanche, les salariés de Libération qui se sont retrouvés pour essayer de négocier une rallonge financière, l'abandon de ce projet d'espace culturel, une nouvelle gouvernance comprenant le départ du président du directoire Nicolas Demorand et du coprésident Philippe Nicolas, ou encore les espoirs d'un nouvel actionnaire devraient avoir leur réponse aujourd'hui. Jacques donc par téléphone, Marc Semo, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des pages Monde du journal Libération. Tout d'abord, quelle est la situation actuelle au sein de votre journal? Est-ce qu'une décision a été prise? Votre papier est un magnifique résumé de la situation, il y a tout. Non, pour le moment, on est toujours dans un entre-deux.
on est en discussion. Vous avez parfaitement résumé les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, simplement, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que jamais autant que maintenant, la survie, mais plus encore peut-être l'identité du journal n'a été menacée. La survie, c'est possible, la situation partout pour la presse écrite est grave, mais il y a des ressources, il y a la diversification qui, malgré la polémique actuelle, déjà depuis longtemps, est avancée. Libération a par exemple été le premier journal à avoir créé dès 1995 une rédaction Internet, être totalement bimédia. Donc un certain nombre d'atouts existent, d'autres actionnaires peuvent mettre de l'argent. La vraie question, c'est plutôt celle de l'identité. C'est-à-dire aujourd'hui, avec cet actionnaire qui est assez différent de ses prédécesseurs, qui est un promoteur immobilier, il y a un risque effectivement de gadgetisation de la marque Libération, où c'est sa force, c'est-à-dire le journal lui-même, soit de fait quelque chose de plus en plus secondaire. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'identité du journal et du côté digital. Vous avez un peu devancé mes prochaines questions. La presse écrite, de manière générale, est en crise. La réponse semble être le digital, vous le dites vous-même. Les actionnaires vous reprochent de ne pas vivre au XXIe siècle. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? C'est une fausse polémique. Si vous voulez, comme j'ai dit déjà il y a 2 secondes, Libération a été le premier quotidien à créer sa rédaction Internet. On développe l'Internet. Le seul problème, c'est que là où nous étions les premiers, avec une certaine avance, nous avons pris du retard à cause notamment des sous-investissements dans ce secteur. Libération a aussi développé, par exemple, ces dernières années, des forums dans des villes, c'est-à-dire des grandes assemblées culturelles avec des débats, des discussions où venaient des intellectuels, des hommes politiques, etc., qui ont été d'énormes succès. Nous faisions ça à Grenoble, à Lyon, à Rennes, à Lille. Donc toutes ces activités évidemment complètent celles du journal. Donc c'est pour ça qu'en soi l'idée de créer un espace de culture et un café dans les locaux de Libération n'a rien de scandaleux, et de fait ça existe déjà dans les faits finalement. Voilà, était déjà dans les têtes, on en parlait déjà. La différence, d'abord, c'est celle, est-ce que la rédaction est là ou non. Le faire avec une rédaction décentralisée, lointaine, déjà, disons, entache un peu l'opération. Mais surtout, je reviens à cette idée, que tout ça n'existe si le journal, alors le journal, ce n'est pas grave s'il est en papier, sur papier ou sur tablette, mais si le journal, en termes donc de décryptage de l'information, de valeur ajoutée, de reportage, d'analyse, d'interview. Donc alors, le journal est au centre du projet. La presse écrite dans le monde entier s'écroule. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi ailleurs. C'est vrai en Israël, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays. Et on voit des initiatives Internet nouvelles qui naissent un peu partout dans le monde. Vous avez écrit que Libération est un journal et rien d'autre. Vous ne pensez pas que le journal doit se réinventer aussi ? Bien sûr, mais dire que c'est un journal, comme je vous le dis, c'est un journal sur papier, sur tablette. Un journal, ce n'est pas que le papier. Personne ne dit ça. Pour nous, être un journal, ce n'est pas que le papier. C'est aussi la toile. Le problème, c'est que encore maintenant, d'abord économiquement, tous les quotidiens, que ce soit le New York Times, Le Monde, nous, ont le même problème. C'est-à-dire, malgré tout, l'essentiel des rentrées se fait au travers du papier. Parce que la publicité est plus chère pour de multiples raisons. La deuxième chose, c'est que le papier, malgré tout, encore maintenant, donne une certaine légitimité. Absolument. C'est-à-dire que les tour players, il y en a eu quelques-uns en France, si on accepte un peu le cas de Mediapart, qui est un produit très spécifique pour les auditeurs qui pourraient le connaître, qui est de fait un journal, mais sur Internet, mais que les tour players, que ce soit le Huffington Post, Slate, Rue 89, etc., sont des lieux fantastiques de discussion, de débat, avec parfois des chroniques souvent passionnantes. Mais l'économie de ces sites ne permet pas d'avoir des reporters, donc ne permet pas ce que permettait encore jusqu'ici l'économie d'un journal qui a à la fois donc ce développement sur Internet et sur tablette, mais aussi le papier. Alors je pense que j'ai compris votre réponse. Je comptais vous demander quels étaient selon vous les problèmes de la presse sur Internet, parce qu'on connaît les problèmes de la presse écrite, mais je pense que selon vous, les problèmes de la presse Internet sont également le problème des financements, si j'ai bien compris votre position. C'est un problème de financement, c'est un problème de budget, c'est-à-dire ce sont des sites qui fonctionnent le plus souvent, alors ils sont souvent de très grande qualité, avec des contributeurs volontaires, mais qui n'ont pas les moyens pour le moment, parce que la publicité sur Internet est très peu chère, parce que cette économie du web ne donne pas pour le moment les marges suffisantes de faire tout ce qu'implique un journal,
avec de renvoyer des gens sur le terrain, prendre le temps, permettre à des journalistes d'avoir le temps de faire des enquêtes approfondies, etc. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Par ailleurs, les grands journaux ou hebdomadaires qui sont devenus tout numériques, je pense à Newsweek, au Christian Science Monitor, pour parler d'exemples américains, de fait n'y ont pas survécu. Ils sont devenus totalement marginaux. Donc le tout est de maintenir un certain équilibre entre d'un côté les tablettes, le web, le papier, jusqu'à ce que cette transition se fasse et qu'effectivement on réussisse à créer les éléments d'une économie numérique qui permettent de continuer à faire du journalisme comme il se doit. Disons, avec une certaine dimension, avec ce rôle fondamental qui est celle de permettre aux citoyens de se forger une opinion et d'être conscient de ce qu'il fait. Merci beaucoup, Monsieur Semo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des pages Monde de Libération. Et bon courage à vous et à vos collègues pour l'avenir de votre journal. On va continuer donc à parler de réseau social, mais pour cette fois, pour parler d'une tendance assez effrayante. Elle s'appelle Neck Nomination. C'est un néologisme formé à partir de l'expression anglaise Neck Your Drink, qui s'utilise pour inciter quelqu'un à boire une boisson au cul sec, de nomination, qui a la même signification en français et en anglais. Alors, le Neck Nomination, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à se filmer en train de boire une grande quantité d'alcool et à mettre la vidéo sur Facebook pour défier ses amis à faire la même chose. 2 jeunes seraient déjà morts de ce jeu. Ils avaient entre 19 et 22 ans. Ils étaient irlandais. Regardez à quoi ça ressemble. Gather round, ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song. Consumption took me mother and me father got the pox. Me brother drank the whiskey till he wound up in a box. Me other brother in the troubles met with his demise. Me sister has forever closed her smiling Irish eyes. Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light, then we'll throw up, pass out, wake up, and then go drinking once again. Kenny was killed in Kilkenny, and Claire, she died in Clare. Voilà, donc je rappelle que 2 jeunes sont apparemment morts des pratiques qu'on vient de voir à l'écran. Et d'après le site Vice, le jeu est né lors d'une beuverie entre un groupe d'amis de l'université de Scotch en Australie. Quelqu'un a bu tout simplement sa bière d'une traite et a défié son ami d'en faire autant. La mode aujourd'hui s'est répandue en Europe et sur une page sur Facebook, une page de fans de cette pratique recueille des dizaines de milliers de personnes. Elle a été créée il y a à peine quelques jours. Et puisque l'on parle des dérives d'Internet, ça me permet de faire la parfaite transition avec le prochain sujet. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce mardi 11 février était célébrée en Europe la journée mondiale de l'Internet sûr, ça tombe bien. Voilà donc le clip de promotion de la journée. On this highway we are following whoever, whatever that will. Let's be sure of the friends we make. Always think first, we're not gonna share or give it all away. Always think first, always think first. Alors, vous l'avez peut-être compris, la journée veut avoir avant tout une portée éducative. Le but est de mobiliser tous les publics et acteurs du numérique autour d'une réflexion sur ce que devrait être un Internet meilleur pour les jeunes. Et puis aussi de mettre en avant toute initiative numérique constructive qui permette de créer un meilleur univers numérique pour les enfants et les adolescents. Ça semble très abstrait comme ça, je vous l'accorde. Mais pour ceux que ça intéresse, une adresse apparaît ici en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site toute une série d'activités pour sensibiliser les enfants et les préados aux questions des dangers sur Internet. La semaine dernière, Facebook a fêté ses 10 ans et tout le monde a publié sa vidéo Look Back qui résumait votre vie sur le réseau social depuis votre inscription. Alors, il y a eu aussi les fausses vidéos, plutôt drôles d'ailleurs, qui ont été créées sur la vie des stars. On va voir un exemple avec la vie de Justin Bieber imaginée sur Facebook. Bon, je vous rassure, je ne vous fais pas l'insulte de vous montrer cette vidéo en entière sur Justin Bieber. J'en ai une beaucoup plus sympa. Elle est sur l'histoire d'Israël. Regardez.
va se quitter sur des images de joie en direct de Tel Aviv sur un air de Pharrell Williams. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain pour de nouvelles informations. Restez happy. Bye, vous me manquez déjà. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.